Par exemple, les SMS de livraison qui vous demandent de payer des frais de douane, c'est une typologie de fraude qui est super connue et qui peut en fait vous faire rentrer dans un système où vous allez rentrer vos codes de carte bleue et par la suite vous allez être appelé par un faux conseiller bancaire et ce faux conseiller bancaire en fait va essayer de récupérer des informations sur la carte bleue qu'il a subtilisée, comme en général le plafond, et vous faire valider directement sur votre application au téléphone un virement ou une transaction financière. On est tous perméables à la fraude, quel que soit notre niveau de connaissance. On a tous des moments de faiblesse. Et un des messages qu'on souhaitait faire passer aujourd'hui aussi, c'est oui, vous pouvez être victime, oui, vous pouvez être honteux, mais dans tous les cas, vous restez une victime et vous devez donc apporter votre parole, apporter votre témoignage pour aider un dossier de judiciarisation, pour aller porter plainte, pour aussi sensibiliser vos proches au sujet. C'est extrêmement important et c'est comme ça aussi que tout le monde apprend, même si c'est dans la douleur. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber réalisé en partenariat avec l'Intercert France, l'association qui réunit les cyber-héros de France. Pour ce second épisode, nous avons souhaité revenir sur un sujet qui nous touche absolument tous, je nomme la fraude. On me dit souvent que je travaille dans un secteur niche et pourtant, je le répète, nous utilisons tous Internet au quotidien. Nous recevons tous des faux SMS de livraison. On connaît tous quelqu'un qui a été victime d'une arnaque en ligne. Et aujourd'hui, les professionnels de la cybersécurité le disent eux-mêmes, il faut sortir de l'entre-soi dans le milieu, il faut partager les bonnes pratiques, il faut que tout le monde comprenne comment fonctionne le numérique pour pouvoir se protéger des dangers d'Internet. Il en va de la sécurité de tous et ça ne va pas aller en s'arrangeant vu les développements actuels des nouvelles technologies qui nous réservent encore de belles surprises pour les années à venir. Pour parler de ce sujet crucial qu'est la fraude et comprendre les mécanismes, savoir qui se trouve derrière ces attaques et comment on s'organise pour y faire face, j'ai l'immense plaisir de recevoir 3 personnes de l'Intercert France aujourd'hui à mon micro avec une particularité, c'est que je ne peux pas dévoiler leurs identités. Donc je vais les présenter par leur pseudo qu'ils utilisent en cybersécurité. Je suis absolument ravie d'accueillir Ranu, Berthier et Le Guenec. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Alors sachez aussi que les voix de mes 3 invités du jour ont également été modifiées afin de garantir la confidentialité de leurs identités. C'est une première sur le podcast et c'est l'occasion de rappeler aux auditeurs qu'un grand nombre de professionnels de la cybersécurité ne peut pas s'exprimer en public. Et je me sens vraiment privilégiée aujourd'hui de vous avoir au micro du podcast, qui est un format qui répond à cette exigence, puisqu'il permet de ne pas montrer vos visages et en plus de modifier vos voix. Donc, chers auditeurs, l'échange que vous allez entendre aujourd'hui est particulièrement précieux et rappelle aussi que dans ce secteur, on est frileux à prendre la lumière. Et c'est ma première question pour vous, évidemment. Pourquoi est-ce important de garder vos identités secrètes aujourd'hui? Ranu, si tu veux bien commencer. Merci de nous donner la parole. Notre identité doit être conservée confidentielle parce que nous intervenons sur différents sujets de fraude et de lutte antifraude qui impliquent des criminels assez doués pour rechercher les gens qui les combattent, mais aussi pour rechercher leurs concurrents. Et donc, c'est une question de sécurité physique et une question aussi de sécurité pour nos organisations et nos entreprises que d'être anonyme aujourd'hui. Néanmoins, on est très heureux de pouvoir donner notre avis, notre éclairage sur nos missions. Absolument, absolument. Et puis ça nous permet aussi de libérer entre guillemets la parole qu'on peut avoir et de rentrer dans les détails aujourd'hui sur toutes les thématiques qu'on observe au quotidien dans nos métiers pour être le plus transparent avec vous sur ce qu'on observe et comment est-ce qu'on lutte contre ce type de menaces. Il est fréquent que ce type d'acteurs soit en lien avec des réseaux criminels de longue date, tels que des personnes dans les stupéfiants qui ont des actions plutôt physiques contre ses concurrents et les personnes qui pourraient leur mettre des bâtons dans les roues. Donc pour se protéger, on préfère garder l'anonymat.
Merci à tous les trois. On va désormais donc rentrer dans le vif du sujet qui nous anime aujourd'hui, donc la fraude. Je précise que vous faites partie du groupe de travail dédié à la fraude au sein de l'Intercert France. Je vous propose de commencer par dresser un panorama des différents types de fraudes qui existent. Donc, vous connaissez tous la fraude bancaire, la fraude à la carte vitale, la fraude à la livraison. Il y en a vraiment énormément aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez en nommer certaines ou en nommer des grandes familles, expliquer quel est l'objectif de ces fraudes et les illustrer par des exemples, si vous en avez. Berthier, tu voulais commencer? Absolument. Alors, on va commencer par dresser un panorama plutôt générique parce que, en fait, on observe des fraudes dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'assurance, le bancaire, l'étatique, etc. Donc, on va commencer par la fraude à l'assurance qui est, je pense, la typologie de fraude qui doit être le plus connu. Un des exemples les plus simples, c'est globalement déclarer un brise-glace et vous repartirez avec une Switch. Globalement, ça c'est une typologie de fraude relativement classique et qui est observée depuis des années. Comment ça se passe ça exactement? Alors c'est tout simple, vous avez un garagiste qui va vous proposer de déclarer un brise-glace auprès de votre assureur, sauf que votre pare-brise est en très bonne santé, il n'y a aucune fissure, il n'y a rien du tout. Et donc en fait, il va venir récupérer l'argent qui est versé par l'assureur pour le brise-glace et vous reverser une partie, donc soit en liquidité directement, soit au travers par exemple d'une Nintendo Switch. D'accord, il n'y a pas eu d'incident, mais on a reçu la prime d'assurance. Exactement, et ça peut vite chiffrer très rapidement, parce que quand on le fait une fois, deux fois, on va dire que ça peut passer sous les mailles du filet, mais dès lors que on fait du volume, ça commence à faire des j'ai plus le mot. Ça commence à faire un préjudice qui est assez énorme, avec des falsifications aussi de preuves, parce que l'assureur il va demander des photos des bris-glaces, des preuves de ce qui a pu être occasionné comme sinistre, et donc il va y avoir toute une industrie, toute une économie de la falsification de ces preuves-là, et la tentative aussi d'éviter à tout prix pour ces professionnels de la fraude des expertises par des experts mandatés par les assurances. C'est la question que j'allais vous poser. Quel est le lien entre la cybersécurité? Est-ce une fraude qui est liée à des aspects cyber? Alors, on a quelque chose qui est lié c'est lié à l'aspect cyber. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un démarchage des particuliers directement sur leurs réseaux sociaux, sur leur messagerie instantanée, dans des canaux de conversation Telegram. Oui, même sur Facebook d'ailleurs. Oui. Il y a des groupes. C'est des choses qu'on peut nous proposer directement en message privé. Je te propose de déclarer un sinistre qui n'a pas existé et en échange tu récupères l'argent ou une Switch. C'est même plus fin que ça. En tout cas, on a pu observer des groupes Facebook d'entraide qui proposent des bons plans. Et en fait, ces bons plans sont parfois tout simplement associés à des fraudes ou à du blanchiment issu d'une fraude. Donc c'est pas forcément que sur Telegram qui vont venir justement essayer de trouver des contacts pour ce type d'activité. Ça peut être juste essayer de trouver des personnes qui ont des difficultés ou qui veulent se faire de l'argent entre guillemets facilement et utiliser du social engineering pour les convaincre d'aller tout simplement déclarer par exemple un faux brise-glace. On a des personnes qui sont en situation de vulnérabilité aujourd'hui, qui peuvent très facilement aller sur ce type de fraude, plus ou moins consciemment en fonction de leur niveau d'éducation et de connaissance. Mais c'est eux aussi des victimes, parce que généralement elles vont aller dans un système dont elles ne comprennent pas les tenants et aboutissants, qui peut leur porter préjudice, notamment au sens professionnel, où elles vont être interrogées par la police, elles vont pouvoir avoir peut-être des amendes, être convoquées, être dans une situation stressante, alors qu'au final, elles ont juste tenté de se libérer de leur situation financière qui peut être compliquée. Absolument, voire parfois à rembourser. D'autres exemples de fraude? Absolument, on va pouvoir parler un petit peu de... alors la fraude bancaire, elle existe sous plein de façons différentes. La plus connue, c'est par exemple les SMS de livraison qui vous demandent de payer des frais de douane. C'est une typologie de fraude qui est super connue, qui vise à récupérer vos identifiants de carte bleue. Ça, c'est une typologie de fraude qui est super connue et qui maintenant est chaînée avec des fuites de données et qui peut en fait vous faire rentrer dans un système où vous allez rentrer vos codes de carte bleue et par la suite vous allez être appelé par un faux conseiller bancaire, et ce faux conseiller bancaire en fait va essayer de récupérer des informations sur la carte bleue qu'il a subtilisée, comme en général le plafond, et vous faire valider directement sur votre application au téléphone un virement
ou une récupération, enfin en gros, voilà, une transaction financière. Ça, c'est des choses qu'on observe de plus en plus et qui touchent pas mal de monde et qui vont venir en fait justement chaîner de la cyber, du social engineering pour arriver à détourner de l'argent. Et on a même du physique là-dedans, puisqu'on a des faux coursiers volontaires ou involontaires qui peuvent parfois aller jusqu'à chercher la carte bancaire physiquement chez les victimes en bas de leur immeuble. Mais c'est pas vrai. Alors parfois c'est involontaire, hein, c'est des gens qui font ça pour aider une personne de leur entourage, qui vont être rémunérés parce que ils ont l'impression d'aller chercher un colis, de faire vraiment le boulot de coursier, tout ce qui est le plus classique. Mais les personnes vont leur donner leur carte bancaire parce que précédemment, elles ont été poussées à le faire par un discours qui a été méticuleusement bien déroulé, par une escroquerie extrêmement bien réalisée, et sur des personnes, qu'elles soient âgées ou non. On est tous perméables à la fraude, quel que soit notre niveau de connaissance. On a tous des moments de faiblesse. Et un des messages qu'on souhaitait faire passer aujourd'hui aussi, c'est oui, vous pouvez être victime, oui, vous pouvez être honteux, mais dans tous les cas, vous restez une victime et vous devez donc apporter votre parole, apporter votre témoignage pour aider un dossier de judiciarisation, pour aller porter plainte, pour aussi sensibiliser vos proches au sujet. C'est extrêmement important et c'est comme ça aussi que tout le monde apprend, même si c'est dans la douleur. C'est important de partager ces expériences et on entend de plus en plus parler, comme je disais, hein, on connaît tous quelqu'un qui s'est fait avoir sur ce type de cas et c'est bien d'en parler pour sensibiliser le plus grand nombre. On va passer désormais à un autre type de fraude avec toi, Le Guenec. On retrouve souvent, un peu partout, des faux emplois. Ces faux emplois, on peut les retrouver sur différents réseaux sociaux, que ça soit sur Facebook, on va proposer une offre d'emploi, sur LinkedIn, le réseau social qui est fortement utilisé pour chercher un emploi. Certains personnes mal avisées vont proposer un poste relativement bien rémunéré, mais ces fraudeurs vont demander, par exemple, qu'on avance une part du salaire, qu'on achète quelque chose pour le bien de son travail. Par exemple, ça pourrait être d'acheter un ordinateur, mais pour acheter l'ordinateur, il faut envoyer l'argent au fraudeur. Le fraudeur lui répondra quand tu auras ton salaire, je remettrai la différence. C'est ça. Et ça n'arrive jamais. Ces personnes sont souvent lésées. Ils ont peu de moyens économiques. Justement, ils cherchaient un travail pour essayer de gagner de l'argent honnêtement. C'est vraiment la double peine pour ces personnes. Hein. C'est ça. Et ce type de personnes sont en situation de crise pour eux. Ils ont perdu une somme qui peut être conséquente. Ils ont perdu du temps. Ils cherchaient un emploi pour se sortir d'une situation économique difficile. C'est pourquoi il faut prendre des mesures, essayer de contacter la personne en physique. Et quand un travail demande qu'on avance de l'argent, c'est généralement qu'il y a anguille sous roche. Et alors ça peut arriver sur quel type de plateforme de trouver des fausses offres d'emploi ? On peut en trouver un peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux. On peut aussi retrouver des affiches dans la rue où ça va nous demander de scanner un QR code pour accéder à cette annonce. Sur Le Bon Coin, sur LinkedIn et tous les réseaux sociaux et tous les biens, toutes les plateformes numériques pouvant proposer quelque chose. On a même une forme de démarchage qui peut exister sur ces personnes lorsqu'elles affichent ostensiblement des signes de leur malheur, le bon samaritain qui va venir dans les messages en direct pour proposer cette offre d'emploi et dérouler son scénario. Alors, on reviendra dans la suite de ces épisodes sur des conseils, comment se prémunir de tous ces types de fraudes. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne un peu sur les évolutions dans les types de fraudes. Est-ce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, on faisait face au même type de fraude aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ? Pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Il y a 10 ans, dans les plus grandes typologies de fraude que l'on pouvait rencontrer, on rencontrait la fraude bancaire, le phishing qui était déjà là. Où les fameux conseils, c'était de regarder s'il y avait le petit cadenas dans la barre d'URL. Le HTTPS. Une fraude qui a fait beaucoup de dégâts à l'époque,
pour laquelle le régulateur, les établissements bancaires ont tenté de s'adapter en introduisant les mécanismes de double authentification. Très simplement, aujourd'hui, vous souhaitez faire un achat sur Internet, vous rentrez vos informations de carte bancaire, et là, on va vous donner l'accès à une page de votre banque qui va vous indiquer, vous avez une notification sur votre application, sur votre smartphone. Allez vérifier et valider le montant que vous souhaitez mettre dans cet achat. Précédemment, on était dans un mouvement où le ficheur collectait ses identifiants mots de passe et pouvait les réutiliser 15 jours après, 3 semaines après, lorsque la victime ne se souvenait plus les avoir entrés. Là, maintenant, aujourd'hui, on est dans une notion d'instantanéité qui nécessite que la victime interagisse directement avec son environnement bancaire, avec son application, pour valider la transaction. Et donc, comme en parlait Berthier précédemment, on arrive aujourd'hui dans une nécessité de manipulation de la personne en direct, et où on est dans un système où la collecte d'informations va avoir lieu sur les éléments d'identification bancaire. D'autres éléments sont connus par le biais de fuites de données. On a des fuites de données chez des opérateurs dans le cadre de rançongiciels, dans le cadre d'attaques sur des SI internes de ces structures, qui vont permettre d'avoir un jeu de données qui crédibilise le fait que ce soit un conseiller bancaire qui soit en train d'appeler, qui soit en train de dire vous êtes en train d'avoir une fraude. Et donc, ce montant qu'on souhaite vous rembourser, il faut que vous le validiez sur votre terminal. Ne vous inquiétez pas de ce qui est écrit, faites-le tout de suite parce que l'argent est en train de partir. Vous ne le reverrez jamais. Et c'est dramatique, on a de nombreuses situations, de nombreux cas où, dans un sens, la banque est amenée à devoir rembourser les victimes la plupart du temps, mais aussi des cas où c'est un peu plus compliqué. On a déjà des personnes en situation de précarité financière qui sont lésées. Et ça peut chiffrer rapidement. Pour un particulier, une petite somme de 2000 €, c'est énorme. Sur des personnes âgées, ça peut être l'ensemble des économies d'une vie. On arrive à la retraite et ça s'évapore d'un seul coup. Ça peut être dramatique et ça met la lumière sur les différentes typologies finalement d'acteurs qu'on a en face de nous, qu'on évoquera tout à l'heure. Mais pour vous donner une idée de la professionnalisation qu'on a en face de nous, la plupart du temps, donc ces personnes-là s'appellent des halloteurs, travaillent en binôme, un homme, une femme. Et dans la majorité des scénarios, en fait, c'est donc une femme qu'on a au téléphone au début, qui se présente comme justement la secrétaire de la banque en question, qui du coup indique qu'ils ont identifié une opération frauduleuse sur le compte et qui va du coup vous mettre en relation avec le directeur de l'agence, qui est du coup son binôme, et qui justement en fait va venir, le fait d'être en binôme et de pouvoir transférer l'appel va crédibiliser encore plus le discours et mettre les personnes dans une situation et dans un contexte de confiance qui va les pousser en fait à valider cette opération. On le rappelle peut-être encore une fois, aujourd'hui, jamais un conseiller bancaire ne vous contactera pour vous demander vos identifiants, vos mots de passe ou pour valider une opération directement sur votre application pour faire un virement ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, les personnes en face de nous sont particulièrement professionnelles et ce qui est terrible, c'est que dans certains canaux qu'on peut observer, ils enregistrent parfois ces conversations et ils les repostent pour se faire de la pub auprès d'autres fraudeurs. Et c'est parfois brisant parce que en général à la fin quand la validation a été effectuée ils ont des propos vis-à-vis du coup des victimes qui sont particulièrement désagréables. Ils se moquent des victimes. Absolument. Et en plus ils partagent leurs bonnes pratiques pour répéter les mêmes méthodes. Exactement, et pour se faire de la pub et pour être on va dire engagés par d'autres fraudeurs. Le Guenec, vous vouliez évoquer un autre type de fraude qui a pas mal évolué ces dernières années. On parle de la fraude interne avec un petit exemple à la clé. La fraude interne, maintenant, les grandes entreprises mettent certaines barrières, comme ce qu'on a pu voir précédemment, des niveaux de contrôle qui sont poussés. Ces niveaux de contrôle peuvent être contournés très simplement avec un être humain. Si on a un être humain qui est bien placé dans l'entreprise, il peut obtenir des informations, il peut donner des informations à des groupes. Dans l'exemple qu'on peut citer, qui a été judiciarisé il y a peu de temps, c'est Adecco, une agence d'intérim
Il y a quelques années, une personne qui était stagiaire puis qui a été embauchée en tant que CDD a fourni des informations à un groupe contre une somme d'argent. Il n'a jamais reçu cette somme d'argent, mais ce groupe a utilisé ces informations pour... Un groupe d'attaquants, donc. Un groupe d'attaquants. Ce groupe d'attaquants a utilisé ces informations pour prélever une petite somme tous les mois sur les salaires des intérimaires. Certes, la somme était relativement faible, un peu en dessous les contrôles nécessaires, un peu moins de 50 €, mais le nombre de personnes qui ont été victimes de cette fraude fait monter un préjudice colossal qui est de plusieurs millions d'euros. On est aussi sur ces cas-là dans une notion où on a des entreprises qui sont des châteaux forts, qui se protègent de manière périmétrique avec des remparts extrêmement hauts, mais qui ne prennent pas assez en compte le fait que parfois l'ennemi il est vraiment à l'intérieur du château fort, dans l'enceinte, et qu'il a bien plus de capacité à faire du dégât parce qu'il connaît les process internes, comment les contourner et comment extraire de l'information au quotidien. Et enfin, un dernier type de fraude qui est apparu ces dernières années et dont on a du mal à saisir les mécanismes. Berthier, tu voulais nous parler de l'infostealer. Alors effectivement, l'infostealer, c'est pas une méthode de fraude à proprement parler, mais c'est un outil qu'utilisent les attaquants pour faire de la fraude. Alors les infostealers, donc c'est des logiciels malveillants qui vont s'installer sur vos ordinateurs et qui vont subtiliser de manière transparente vos identifiants et vos mots de passe. Dans la plupart du temps, en fait, c'est packagé avec d'autres logiciels. C'est des logiciels qui n'ont pas besoin de droit administrateur pour s'installer sur votre machine. Il suffit que vous installiez LibreOffice par exemple, et que vous le récupériez sur un site qui n'est pas forcément hyper recommandable. Hop, vous avez un petit package en plus. Et donc ce logiciel malveillant, c'est complètement invisible. Totalement invisible. Et justement, en fait, l'objectif de ces logiciels, c'est de se comporter de telle sorte à ce que l'antivirus ne le voit pas, tout simplement. Et donc, il utilise que des fonctions natives à Windows ou Mac d'ailleurs, parce qu'il y a un développement de l'infostealer sur Mac qui, ces derniers temps, est particulièrement véloce. Bref, et donc du coup, il va s'installer sur votre machine et il va récupérer tous vos secrets. Quand on parle de secrets, on parle d'identifiant, on parle de mot de passe, on parle de code de carte bleue, on parle de wallet de crypto. En gros, tout ce qui peut se monnayer sur votre machine va être récupéré et envoyé à un tiers. C'est des informations qui sont super intéressantes pour les fraudeurs parce que ça va leur permettre d'avoir un premier pas sur déjà les solutions que vous utilisez et sur les plateformes sur lesquelles vous pouvez vous connecter. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait, en fusionnant InfoStealer plus fuite de données plus réseaux sociaux, on peut arriver relativement facilement à collecter assez de renseignements pour installer un climat de confiance avec un individu, pour ensuite, par la suite, faire de la fraude bancaire, faire de la fraude à l'assurance, bref, faire toutes les autres typologies de fraude. Donc aujourd'hui, les infostealers, il faut vraiment les voir comme le premier pas et un des outils utilisés par ces threat actors-là pour finalement commencer à préparer le terrain et initier des actions de fraude par la suite. S'ils peuvent le faire uniquement avec des logs, ils le font. Mais en général, ils vont venir mutualiser ça avec d'autres informations, d'autres datasets pour aller plus loin. Alors moi, ça me donne envie de fermer mon ordinateur et de ne plus jamais me connecter à Internet. Nous aussi, justement, on arrête l'informatique. Le Guénec, tu voulais compléter ? On peut voir très fréquemment ces personnes partager sur des canaux Telegram des identifiants pour se connecter à certains comptes et pour pouvoir faire une fraude derrière ce compte, que ça soit un compte bancaire ou un compte Amazon, Free et compagnie, pour pouvoir soit faire des achats, soit voler des informations et obtenir un gain supplémentaire derrière. Donc c'est sympa, il y a une belle coopération entre les acteurs malveillants. Ils sont très très bien organisés, ça communique, ça s'échange les bonnes pratiques. Ça communique beaucoup, ouais. Bon, écoutez, merci pour ce panorama déjà de la fraude. Donc on l'a vu, il y a beaucoup de typologies de fraude qui existent. Est-ce que vous avez des chiffres à communiquer pour nous permettre de comprendre un peu l'ampleur du phénomène ? À combien s'élève la fraude
fraude au global en France ces dernières années? Alors, la fraude, c'est un mot qui englobe plusieurs typologies de fraude. On va avoir de la fraude fiscale avec, par exemple, Oui, tout à fait, on l'a pas problèmes évoqué, de mais oui. carrousel, Mm. de carrousel à la TVA, de fausses déclarations. On va avoir la fraude sociale, qui va être la fraude aux prestations pour les plus démunis, où on va avoir des fausses informations qui vont être données aux organismes sociaux pour récupérer des sommes d'argent. Et puis, on va avoir des fraudes aux moyens de paiement, des fraudes aux entreprises. Eh bien, les entreprises communiquent relativement peu sur ces montants. Pourquoi ? Parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a une certaine honte d'être victime de ces scénarios, alors que là aussi, la seule honte qu'il doit y avoir, c'est celle du côté des adversaires. Il n'y a pas de honte Tout à à être fait. victime. On dit qu'il faut que la honte change de camp aussi Exactement. dans ce milieu, absolument, c'est très important. Et sur la fraude aux moyens de paiement, on observe une diminution du nombre de fraudes aux moyens de paiement. On était en 2024 dans les 1,2 milliard comptabilisés par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement. Je revérifie juste après. La fraude aux moyens de paiement. Sur la fraude aux moyens de paiement, avec un tiers de ces fraudes qui sont réalisées par les mécanismes dont on parlait, des fraudes par manipulation, parce que plus on avance dans le temps, plus les indicateurs techniques finissent par devenir connus, par être traités par l'ensemble des acteurs, et on a un détournement de la fraude vers le facteur humain. L'humain reste le maillon faible, Qui malheureusement. reste le maillon faible, qui a eu une grosse journée. Nos émotions, la fatigue. C'est ça, et on a des... Faut pas oublier aussi, ça peut arriver dans les entreprises qu'on pointe du doigt les gens qui répondent trop vite à un phishing, qui répondent trop vite à une fraude et qui parfois se font avoir. Mais elles peuvent avoir une charge de travail qui est forte, un contexte familial compliqué, et donc elles aussi sont victimes, et plus que tout, être le vecteur de ces fraudes bien involontairement pour son entreprise, eh bien ça fait encore plus de mal qu'à l'entreprise, et ça peut donner des situations dramatiques où on observe des gens qui font des tentatives de suicide et qui sont durablement touchés par ce qu'ils ont vécu. C'est très important de déculpabiliser les victimes de fraude, de cyberattaques en général, parce que voilà, on le répète, c'est bien, vous le rappelez bien ici, ça peut concerner tout le monde, ça peut nous arriver à tous, même à vous qui êtes les plus grands professionnels de la cybersécurité, vous savez absolument comment ça fonctionne. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Voilà, on a une grosse journée parfois, on clique sur un lien, on fait des choses qui n'ont pas de sens à ce moment-là, et ça nous arrive tous. L'une des plus grosses... comment dirais-je, le plus grand état d'esprit qu'on doit avoir dans ce métier, c'est d'être sûr qu'on ne sait pas, d'être sûr qu'on est dans l'inconnu, et qu'un scénario, aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir vu aujourd'hui, on n'est pas sûr de le voir demain, on le verra peut-être après-demain quand énormément de dégâts seront arrivés. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas d'héroïsme par rapport à ça. On doit rester humble par rapport à notre métier, par rapport aussi à tous les sentiments qu'on peut observer pour une victime, pour un fraudeur aussi, parce qu'on a des fraudeurs et on ne les déculpabilise pas par rapport à ça, qui peuvent être dans des situations dramatiques aussi financièrement, et qui le font avec une certaine naïveté, en croyant que dans certains cas, frauder une grande entreprise, c'est pas très grave, parce que elle fait déjà des profits mirifiques, et il n'y a pas de souci. L'entreprise, on considère qu'elle fait de la fraude fiscale, donc une petite fraude, un stylo. Alors il y a des gens qui volent des matériels de bureau, mais le stylo volé devient quelques centaines d'euros, puis plus. Par rapport à de la fraude aussi qui peut arriver en entreprise sur de la note de frais, où on va avoir de la falsification de notes de frais, une volonté de passer des repas effectués dans son cadre privé sur l'entreprise, alors que c'est pas autorisé, c'est les moyens d'entreprise. Et ce que je souhaitais aussi ajouter par rapport à ça, c'est que frauder une entreprise, c'est aussi frauder le reste de la communauté, le reste de ses voisins, de ses collègues. Parce que la fraude, l'entreprise, oui, elle va la subir. Quand elle va la subir, elle va la répercuter sur ses comptes. Et au final, c'est autant de TVA, autant de cotisations, autant d'impôts qui ne seront pas payés et qui n'iront pas dans les caisses de l'État pour combattre ces fraudes, mais aussi pour combattre la Covid, pour financer les structures de santé. Et donc,
frauder une entreprise, c'est pas anodin, c'est frauder la communauté, c'est frauder tout le monde. À combien est-ce qu'on estime le nombre de victimes de fraude aujourd'hui, notamment en termes de particuliers ? Aujourd'hui, ce chiffre, je pense qu'il est largement sous-estimé, donc j'ai pas envie d'en communiquer un tel quel. Je pense qu'il y a tellement de culpabilité chez les gens que le dépôt et une certaine forme de même si je dépose plainte, demain il ne se passera rien. En sachant que parfois c'est pas des dépôts de plainte, c'est des mains courantes qui sont déposées. Une forme d'impuissance en fait. Oui, c'est ça. Et puis en fait, comment dire, il va y avoir une main courante et puis ils savent très bien que derrière, ils en ont besoin pour le déclarer justement à l'assurance de leur banque ou etc. Donc ils vont être remboursés. Mais effectivement, il faut aller faire la démarche d'accepter d'aller justement en gendarmerie ou à la police pour justement aller faire cette main courante ou déposer cette plainte. Ce que tout le monde ne fait pas, encore une fois, parce que quand on se fait avoir, on se sent honteux. Et on est souvent pointé du doigt. Il y a ça aussi, c'est qu'il y a une partie qui est dans la compassion, qui essaye d'aider, mais il y a toute une autre partie dire comment t'as pu te faire avoir, tout le monde en parle aux infos, tout le monde est au courant. On peut parler de l'arnaque au faux Brad Pitt, par exemple. Bien sûr. Tout le monde s'est acharné sur cette pauvre dame qui s'est fait avoir en disant mais comment c'est possible, ça me serait jamais arrivé. Non, en fait, si, ça peut arriver. Et derrière, il y a un mécanisme que les gens ne voient pas parce que ça reste entre guillemets dans l'ombre. Mais sur de la fraude à la carte bancaire, déposer plainte, notamment sur des plateformes comme Perceval, c'est extrêmement bénéfique parce que tous ces signalements vont être regroupés. Une analyse criminelle va être effectuée sur ces signalements et ça aboutit à des enquêtes et à des interpellations assez massives sur le sujet où derrière, la lettre plainte, elle a été déposée. On a identifié un mouvement massif sur certains acteurs. Les forces de l'ordre ont fait leur travail et derrière, cette lettre plainte, elle va permettre d'aller en tant que partie civile par la suite pour rester en justice. Oui, ça c'est un grand sujet en cyber, c'est qu'on dispose de très peu de données sur les cyberattaques parce que à la base justement les entreprises ne vont pas porter plainte. Là, ça commence à devenir obligatoire. Ça a beaucoup changé ces dernières années. Il y a une belle évolution sur ce sujet. On a toujours besoin de récolter cette data pour lutter contre les cybercriminels. Et justement, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont derrière ces cyberattaques de type fraude? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Qui sont les types de fraudeurs? Les fraudeurs, on retrouve différents profils. On peut retrouver généralement des personnes qui sont relativement jeunes, donc entre 15, 25, 30 ans, qui auraient pu se tourner vers de la vente de stupéfiants, mais qui ont préféré l'argent à faire chez eux. Ils pensaient que le risque était moindre et le gain aussi plus intéressant pour eux. Ces personnes-là, généralement, sont sur le territoire national, même si on peut retrouver des cas dans d'autres pays, mais ils sont majoritairement français. Ce qu'on évoquait juste avant avec les appels téléphoniques pour se faire passer par un faux conseiller, généralement c'est aussi des personnes sur le territoire français qui savent bien s'exprimer, qui ont une éducation avec des mots complexes et des phrases bien structurées pour mettre en confiance au mieux les victimes. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est des personnes qui ça fait un moment qu'ils sont dans la fraude. Ils ont pu être dans la fraude physique avant et ils sont partis dans le numérique pour se diversifier et augmenter leurs gains, qui sont des têtes de réseau. Ces têtes de réseau vont gérer soit les petits fraudeurs entre guillemets qui sont moins expérimentés pour diversifier leur périmètre. Et après, on peut retrouver dans certains cas des cas étatiques, par exemple avec Lazarus, dans des cas bien plus complexes. Est-ce que tu peux nous en parler de ce cas de Lazarus pour ceux qui ne connaissent pas rapidement? Lazarus, c'est un groupe nord-coréen qui a entre autres fait une fraude sur un pays d'Asie, sur une banque, pour soutirer une part relativement importante de la banque. C'est la Banque centrale du Bangladesh, ouais. Sur les typologies de fraudeurs, ce qu'on a pu observer,
c'est que la Covid a tout changé. Là où auparavant on avait, comme disait Le Guenec, des personnes qui étaient plutôt axées sur le point de vue physique, on a le télétravailleur de la fraude qui est apparu parce que les personnes étaient confinées et que cette source de revenus est paru particulièrement intéressante parce qu'il y avait un contexte assez anxiogène, que ce soit sur l'arrivée du salaire, l'entreprise en difficulté parce qu'on était dans cette période de la Covid, parce que le trafic de stupéfiants était au ralenti à cause du confinement. On les voit mal faire une attestation de sortie pour aller faire leur vente Et de donc il y a eu proximité. une reconversion C'est une reconversion, du trafic exactement. de drogue dire vers ça, les on métiers peut de la dire ça. fraude Ouais. Exactement. en ligne. On peut dire ça. Et je pense qu'il y a une typologie aussi de profil qu'on n'a pas évoqué, mais c'est les acteurs du monde de la fraude qui fournissent les infrastructures qui permettent de réaliser ces fraudes. Donc, c'est des administrateurs système, réseau. Nous, on les a appelés les DevOps de la fraude, qui vont fournir en fait finalement toutes les infrastructures nécessaires aux fraudeurs pour qu'ils réalisent leur fraude. Parce qu'effectivement, on parle de phishing, on parle de SMS, on parle de plein de choses, mais en fait, tout ça, il y a une technique sous-jacente qui nécessite un anonymat pour les fraudeurs, justement pour éviter de se faire arrêter, qui nécessite des capacités justement de compute, de réseau, etc. pour hoster les sites de phishing, pour envoyer des SMS, etc. Et donc ces personnes-là, en fait, qui la plupart du temps sont les mieux organisées, vont en fait irriguer toute la fraude avec leurs solutions et leurs infrastructures pour fournir du bulletproof hosting, donc de l'hébergement qui du coup ne peut pas être takedown par les autorités, fournir des cartes SIM et des numéros de téléphone temporaires pour réaliser des campagnes de smishing, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on salue les autorités qui ont réalisé une opération qui s'appelle SIM Cartel récemment et qui ont take down justement une de ces infrastructures et qui a été coordonnée sur plein de pays en Europe et aussi aux US. Et donc justement, les autorités sont au fait et luttent tous les jours contre ce genre d'activité et on les remercie pour le travail qu'ils réalisent. Et vous travaillez d'ailleurs avec les autorités pour donner des renseignements sur la menace, sur la fraude, et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous devez rester anonyme aujourd'hui. Un des gros sujets de judiciarisation pour nous, c'est de fournir aux forces de l'ordre un dossier le plus complet possible, avec le plus d'indicateurs pertinents, et si possible apporter un préjudice suffisant pour réussir à judiciariser et à traiter correctement le dossier. Et c'est aussi pour ça que le GT fraude de l'Intercert a été créé. Alors justement, GT, on va en parler, groupe de travail pour nos auditeurs. J'aimerais qu'on parle de la manière dont nous nous organisons pour nous protéger contre la fraude. Vous faites partie donc de ce groupe de travail sur la fraude au sein de l'Intercert France. Qu'est-ce que vous mettez en place et comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises et organisations justement pour lutter contre ce fléau ? Alors, ce que nous avons mis en place, c'est déjà, dans le cadre de ce groupe de travail, des rétex, des retours d'expérience assez réguliers sur les cas que nous pouvons avoir au sein de nos entreprises, ou des cas qui peuvent aussi venir être alimentés par les forces de l'ordre pour nous sensibiliser sur des scénarios que nous n'avons pas encore vus, pour nous sensibiliser sur la nécessité de judiciariser. Tout à l'heure, on parlait de Perceval notamment, sur les éléments qui sont les plus intéressants à récupérer dans ces cas au quotidien, la manière de les synthétiser pour que le travail soit, entre guillemets, simplifié pour les forces de l'ordre et qu'elles puissent se concentrer sur le cœur de métier qui est la judiciarisation de ces cas. Absolument. Et si je peux ajouter, historiquement, en fait, la fraude et la cybersécurité étaient vraiment deux services dissociés. La plupart du temps, la fraude côté juridique et la cyber côté informatique. Et en fait, plus le temps passe, plus ces deux mondes deviennent poreux et se croisent. Parce que aujourd'hui, pour détecter une fraude, on va utiliser l'outil informatique, on va chercher des marqueurs, on va pouvoir se partager aussi parfois des tactiques, des techniques, des procédures. Et en fait, les deux mondes sont en train vraiment de se croiser et on est en train aussi, et on essaye au travers du JT Fraude,
de montrer que, en fait, travailler main dans la main en interne au sein de nos organisations entre fraude et cyber, ça a un intérêt et ça permet de judiciariser. À l'échelle de l'Intercert, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'inspirer d'autres organisations et ou associations qui le font depuis déjà quelques dizaines d'années. Pour ne pas la citer, par exemple, l'Alpha. On essaie l'agence de lutte contre la fraude. L'agence de lutte contre la fraude aux assurances, qui en fait fait ce même travail avec un grand nombre d'assureurs et de mutuelles en France. Et ce qu'on essaie de faire au travers du GT Fraude, c'est justement de se constituer ensemble, collectivement, pour donner plus de poids aux typologies de fraude qu'on observe et construire, comme le disait, des dossiers clé en main pour les autorités, avec tous les éléments qui vont leur permettre de pouvoir adresser judiciairement ce type et ces typologies finalement de menaces. On se regardait assez bizarrement pendant de longues années avec les équipes fraude parce que on a des gens qui sont en chemise, bien habillés, très juristes. Et qui sont dans un monde relativement reclus, relativement secret au quotidien. Et de l'autre côté, on a les gens un peu foufous avec des acronymes un peu bizarres, barbares, IP, cookies, en suite à capuche. En suite à capuche. Bien sûr, toujours en suite à capuche. Qui paraissent très loin de ce sujet, alors qu'en fait, on a le même travail, on a la même volonté. Là où un analyste fraude, il va aller regarder des faux documents pour tenter d'en trouver de faux. Nous, on va aller regarder des traces de journalisation, mais aussi des documents où on peut trouver des métadonnées, où on peut trouver différentes informations à exploiter. On va avoir des recherches sur l'ingénierie sociale, sur la manipulation. D'un côté, on avait une analyse qui était réalisée sur le côté textuel, sur le côté langage du fraudeur. Et puis, d'une autre, on va avoir des URL, des adresses IP, des adresses mail qu'on va pouvoir mettre en relation. Et donc, là où la séparation était forte pendant des années et au détriment de nos organisations, on souhaite porter cette mutualisation de ces moyens de lutte contre la cyberfraude parce que aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise, il n'y a plus de fraude quasiment sans cyber, il n'y a plus de cyber sans fraude. Donc c'est deux mondes là qui sont obligés de collaborer ensemble, de travailler ensemble pour lutter contre ce fléau. On était on a longtemps parlé dans les dernières années du rançongiciel. On s'est beaucoup concentré sur cette menace, le rançongiciel. Oui, ça va paralyser la structure, ça va paralyser l'entreprise. Oui, on va vous demander une rançon, mais la rançon, l'entreprise n'est pas obligée de la payer. Alors que la fraude, l'entreprise la paye silencieusement, elle la paye. C'est le dégât des eaux que vous pouvez avoir dans votre maison où le ballon d'eau chaude, il éclate et il y a de l'eau partout. Et de l'autre côté, la fraude, c'est la petite fuite invisible qui va faire que votre maison, elle va avoir plein de moisissures et que vous n'allez jamais réussir à vous en sortir. Absolument. Et on peut apporter aussi aux équipes fraude une vision qu'eux n'ont pas du tout, à savoir une vision externe, justement des fraudeurs, où on va pouvoir tout simplement observer dans certains cas justement les annonces qu'on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. On va pouvoir observer parfois des communications qui font en public et qui vont nous donner parfois des informations sur des typologies de fraude qu'on n'aurait pas encore détectées, mais qui seraient qui nous cibleraient en fait actuellement. A contrario, on a une méthodologie du côté des équipes antifraude qui est extrêmement inspirante, tant sur la judiciarisation que sur la coopération. Absolument. Et je rappelle aussi que vous avez des métiers à côté de votre travail à l'Intercert France. Donc, vous ne travaillez pas seulement à l'Intercert France. Ah, bien sûr. Comment est-ce que ça s'organise, votre quotidien ? À quoi ressemble votre travail au quotidien pour, en plus de faire votre travail de cyber-héros au sein de votre entreprise, faire de la recherche pour la fraude avec l'Intercert France et partager toutes ces informations aux autorités ? C'est on jongle
on jongle beaucoup. L'objectif déjà, c'est de créer au travers du GT Fraude un collectif dans lequel on partage le même vocabulaire. Et donc un des premiers chantiers qu'on a lancé, c'est tout simplement un glossaire des acronymes et ou mots-clés qui sont employés par les fraudeurs, parce que c'est des très bons marqueurs qu'on peut identifier qui permettent de collecter du renseignement pertinent. Faut comprendre leur langage. Ouais. Exactement, comprendre leurs acronymes, comprendre leur langage. On parlait tout à l'heure des acronymes dans la cyber, eux aussi ont leur langage. Des pack ID, par exemple, c'est quoi un pack ID? C'est un pack d'identité qui a été subtilisé à un individu et qu'on veut réutiliser par la suite. Bref, on a construit un glossaire. Comme on le disait tout à l'heure, on fait des rétex. Et là, l'objectif, c'est de construire des dossiers qui vont nous permettre de constituer des dossiers de preuve à destination des autorités pour se constituer finalement en victime dans des cas de fraude qu'on pourrait observer et mutualiser en fait les différentes typologies de fraude similaires qu'on subit pour ajouter du poids quand on dépose plainte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus on a d'acteurs différents qui vont venir simplement déposer plainte, plus le sujet sera priorisé et plus il y a d'éléments factuels et participants et aidant les autorités, plus le sujet va avancer rapidement. Donc l'objectif, c'est de créer un contexte dans lequel déjà on partage, ensuite on parle le même vocabulaire et enfin on arrive à constituer un dossier qui est judiciarisable et qui aide autant que possible et à notre échelle et avec les contraintes qu'on peut avoir, les autorités dans leurs activités. C'est vraiment ça l'idée. Cette notion de vocabulaire, elle est aussi valable entre analystes cyber et communauté de lutte antifraude, où on a un vocabulaire extrêmement juridique d'un côté, avec des expressions, des dialectes que nous, simples cyber, ne pouvons pas comprendre et inversement. Et donc la communauté, agir ensemble, c'est aussi se comprendre. Et tout l'enjeu, c'est de travailler avec ces acteurs du monde de la lutte antifraude pour se comprendre, pour monter les dossiers et pour faire le plus de dégâts possible chez nos ennemis, les fraudeurs. Alors, est-ce que vous êtes confronté aussi à des difficultés au quotidien, des choses qui devraient être améliorées pour vous faciliter la vie? Les difficultés qu'on peut avoir, c'est notamment des difficultés d'ordre juridique. On a vraiment une dissymétrie entre ce qu'un fraudeur peut faire et ce que nous pouvons faire. Ça vaut pour le monde de la lutte antifraude comme dans le monde de la cyber. Le fraudeur, en général, il va pas aller faire sa déclaration à un RGPD, alors que nous, on a un besoin quelques contraintes administratives en plus. On a un besoin d'aller collecter de l'information, de la traiter, un besoin qui parfois se heurte à certaines règles, mais ce besoin, on peut, dans le cadre de l'intérêt légitime, qui est bien noté dans le RGPD, dans le cadre d'une réponse proportionnelle dans la lutte contre les fraudeurs, aller effectuer des actions qui ne seraient pas permises habituellement. Et donc, il faut jongler en permanence sur ce fil et éviter de tomber dans les écueils. Ouais, la légifération sur ces thématiques-là, et même de manière générale, est toujours un peu trouble et en constante évolution. Donc voilà, on sait qu'il y a des travaux qui sont en cours et on espère que ça va évoluer dans le bon sens à l'avenir. Le Guénec, un dernier mot sur le sujet? Un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué et qui nous tient à cœur, c'est en tant qu'analyste qui effectuons de la collecte d'informations, que ça soit sur des réseaux sociaux ou sur des sites qui pourraient appartenir à des fraudeurs. On essaye et on veut garder une certaine anonymat. On ne veut pas que le fraudeur sache que ça soit l'entreprise X qui consulte son site ou qui consulte son réseau social. Et autour de cette notion qu'on appelle l'obsèque, il en va de même pour notre identité physique. On ne veut pas qu'on soit Madame et Monsieur X qui allons faire de la collecte d'informations sur des réseaux sociaux. La raison, c'est que l'attaquant ne doit pas savoir que cette entreprise le surveille et éliminer plutôt les risques sur notre physique. Un dernier mot, Ranu? Et sur cette notion d'obsèque, on est bien entendu dans un cadre, donc on n'est pas des barbouzes, on ne souhaite pas se cacher de tout. On
on est responsable vis-à-vis de la loi et donc on ne souhaite pas se cacher des autorités, juste des ennemis qu'on combat. Avant de clôturer cet épisode, je vous propose un dernier tour de table dans lequel vous allez donner à chacun un ou plusieurs conseils, des bonnes pratiques pour se prémunir de la fraude, que ce soit à destination des entreprises ou des particuliers. Le Guenec, qu'est-ce que tu veux commencer ? On peut commencer par tout ce qui est SMS frauduleux. On peut renvoyer ça au 33 700 qui traitera ces messages en prenant des dispositions pour que ces SMS soient signalés, que ce soit à l'opérateur, mais aussi à l'entreprise qui pourrait être visée. Et qu'il en va de même que si l'entreprise a les outils et a les connaissances de fermer les sites de phishing qui y sont associés. Berthier, pour poursuivre ? Eh bien, alors, il y a aussi le 17 cyber, voilà, à noter Tout à fait, dans lancé vos... il y a un an. Donc c'est très Absolument, récent. le 17 cyber, et surtout, arrêtons collectivement de faire confiance par défaut. Je sais que c'est dur, mais aujourd'hui, comme on l'évoquait, la part de social engineering nécessaire pour la plupart des fraudes, en fait, est basée sur la confiance qu'on attribue par défaut aux interlocuteurs qu'on peut avoir au téléphone. Donc, par défaut, je sais que c'est dur, il faut essayer de ne pas avoir confiance par défaut, et quand l'interlocuteur qu'on a au téléphone, on ne le connaît pas, ou même si on le connaît, parce qu'on n'a pas parlé de tout ce qui est IA, etc., mais aujourd'hui on peut dupliquer des voix de plus en plus facilement, donc globalement, si vous avez un doute, demandez d'autres facteurs d'authentification pour confirmer que la personne qui vous a contacté, c'est bien elle. Donc, demandez un email pro, raccrochez, rappelez-la sur le numéro que vous connaissez. Essayez en fait de vous forcer systématiquement à, en fait, par défaut, ne pas avoir confiance et challenger les personnes que vous avez au bout du fil ou par email de manière générale. Voilà, c'est un conseil qu'il faut essayer d'appliquer, même si je sais que c'est difficile de vivre dans la méfiance constante. Bien sûr. Après, on peut aussi appeler ça l'esprit critique, essayer de faire fonctionner le bon sens pour se protéger. Malheureusement, aujourd'hui, c'est une des meilleures pratiques pour éviter des cas de fraude. Est-ce que, juste, on peut revenir sur le 17 cyber, comment ça marche ouais. Le 17 cyber est un mécanisme qui a été lancé assez récemment et qui est géré par une entité qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Le 17 cyber, c'est la capacité pour une victime à aller chercher des parcours de victimes où elle va être accompagnée par des questions-réponses, par un système de questions-réponses sur le meilleur parcours qui soit par rapport à sa situation personnelle, pour lui donner des conseils sur comment s'en sortir, sur comment judiciariser, et là encore, c'est extrêmement important de judiciariser, quel va être le service de police qui va pouvoir prendre en charge leur dossier, quelle va être l'association qui va pouvoir les aider pour, dans certains cas, passer un cap, le cap où on est sur soi, enfermé, victime, culpabilisant, alors qu'en fait, on reste une victime. On doit déculpabiliser et qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. C'est ça, exactement. Les gens sont là pour vous aider. Et donc, Acima Cybermalveillance fait ce travail depuis des années et avec brio. On encourage vraiment à aller utiliser cette ressource en cas de questions, mais aussi de volonté de sensibilisation. Il y a des fiches de sensibilisation qui sont produites et qui sont réutilisables. Et donc, les contacter, utiliser toutes ces ressources, c'est hyper important. Donc, ne pas avoir honte d'aller demander de l'aide, au final, quand on est victime d'une fraude. D'ailleurs, je remets le lien de 17 Cyber dans la description de l'épisode, parce que sachez que c'est un site internet, ce n'est pas un numéro de téléphone à appeler. Et voilà, à partir de là, vous rentrez dans un parcours en ligne et vous serez redirigé vers la bonne plateforme pour déclarer votre incident. Un mot de la fin peut-être pour clôturer cet épisode ? Ce que l'on a pu constater en travaillant sur ces dossiers, c'est qu'on a une communauté qui grandit, qui avance, qui est maintenant très pluridisciplinaire, mais qui a réussi à se comprendre, et ça c'était un des gros enjeux, qui réussit à avancer.
Là où pendant des années, ce sujet est resté limité aux entreprises comme les banques, comme les opérateurs de téléphonie, maintenant, l'ensemble des entreprises commencent à prendre la connaissance du sujet, à investir dessus. Et on a bon espoir que demain, même si on n'arrivera jamais à tout arrêter, on va réussir à gêner durablement les acteurs de la fraude. Et c'est juste seulement ensemble qu'on sera en capacité de le faire. Et Le Guenec, un dernier mot. La menace évolue, mais ce qui est intéressant, c'est que il y a des personnes qui eux aussi évoluent pour lutter contre cette menace. Et on peut en tirer les cyber-héros. que du positif. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Ranu, Berthier, Le Guenec, d'avoir accepté de partager vos précieuses connaissances sur le sujet de la fraude au micro du podcast. Je rappelle que pour suivre l'actualité cyber de l'Intercert France, il faut se rendre sur votre site internet ou vous suivre sur LinkedIn. Les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. Je rappelle également que cet épisode est réalisé en partenariat avec l'Intercert France. Je tiens à remercier et à saluer Aude Costa, la directrice de l'association, pour son accompagnement sur ce projet. Un 3e épisode sortira début janvier, un épisode exceptionnel pour lequel je vous emmènerai dans les coulisses de l'Intercert Day, l'événement annuel qui réunit les professionnels du CERT. Ranu, Berthier, Le Guenec, encore merci d'avoir participé à cet épisode. Merci. Et à tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.